Cela sans coller en cours. Sur sans coller en cours. Sur sa cause en abeille lorsque le dernier des conspirateurs abaissa sa dague. 23 blessures béantes. Sur sa cour qui avait autrefois commandé la moitié du monde connu. Mais ce ne sont pas les lames qui ont tué Jules César ce matin des îles de Mars. Ce fut le regard. Le regard de Marcus Junius Brutus, son fils adoptif, qui a percé plus profondément que n'importe quel fer forgé. Et tu, Brute? Et toi aussi, Brutus? Furent les mots qui résonnèrent dans la curie de Pompée, non pas comme une question, mais comme le lament d'un homme qui venait de découvrir que le pouvoir absolu est aussi la plus absolue des solitudes. Quelques mois auparavant, César marchait dans les rues de Rome comme un dieu parmi les mortels. Le triomphe des Gaules résonnait encore dans les pierres millénaires de la ville éternelle. 60 ans de vie, dont plus de la moitié consacrée à l'art de la guerre et à la séduction du pouvoir. Son nom résonnait déjà depuis les brumes de la Bretagne jusqu'aux sables d'Égypte. Cléopâtre, la reine la plus puissante du monde connu, se prosternait devant lui non seulement par convenance politique, mais par une véritable admiration pour cet homme qui réécrivait les lois de la République avec la même facilité qu'il conquérait des territoires. Les mains de César étaient celles d'un général, calleuses, cicatrisées, marquées par des décennies passées à manier le glaive sous un soleil brûlant et une pluie glaciale. Cet homme portait déjà les fils d'argent de l'expérience, mais ses yeux gardaient l'éclat féroce de celui qui n'avait jamais connu la défaite définitive. Lorsqu'il prenait la parole au Sénat, sa voix portait le poids de 1000 batailles gagnées. Lorsqu'il gesticulait, c'était comme s'il commandait des légions invisibles. Rome se prosternait non seulement par peur, mais en reconnaissant en lui ce que peu d'hommes dans l'histoire possèdent de la capacité de façonner le destin de civilisation entière. Mais le pouvoir, cette substance plus addictive que n'importe quelle drogue connue des hommes, exige son prix en une monnaie qui ne se révèle que lorsqu'il est trop tard pour le paiement. Et César, dans son ascension fulgurante au sommet du monde connu, n'a pas perçu les fissures qui s'ouvraient sous ses pieds, non pas dans les pierres de Rome, mais dans le cœur de ceux qu'il avait un jour appelés amis. La première fissure apparut sous forme de murmure. Dans les couloirs du Sénat, au terme public, au banquet de l'élite romaine. Marcus Porcius Cato, le jeune, un homme aux principes aussi rigides que l'acier trempé, commença à exprimer ce que beaucoup pensaient, mais que peu osaient dire. César était devenu trop puissant, trop dangereux. La République, cette création sacrée des ancêtres, agonisait sous le poids d'un seul homme. Un homme ne peut être plus grand que Rome, murmurait Caton lors des réunions nocturnes, sa voix recoupant le silence comme une lame affûtée. Un homme ne peut contenir en lui toute la gloire d'un peuple. Ces paroles trouvèrent un écho dans les oreilles de Gaius Cassius Longinus, un homme aux ambitions frustrées et aux ressentiments cultivés comme des vignes vénéneuses. Cassius avait servi sous César, avait vu de près l'éclat qui émanait de ce général devenu dictateur, et cette proximité, au lieu de générer de la loyauté, nourrissait une envie corrosive qui rongeait son âme comme de l'acide. Mais ce fut l'adhésion de Marcus Junius Brutus qui transforma les murmures conspiratifs en un plan concret. Brutus, descendant de l'homme qui avait chassé le roi de Rome et fondé la République. Brutus, que César traitait comme un fils, protégé comme un héritier, aimé comme une continuation de lui-même. Lorsque Brutus rejoignit les conspirateurs, ce ne fut pas seulement un homme qui s'allia contre César, ce fut le symbole vivant de la République qui se dressa contre la monarchie déguisée. Les réunions avaient lieu dans des maisons discrètes, loin des oreilles curieuses et des murs qui chuchotaient des secrets à l'empereur.
Cassius parlait avec passion des dangers de la tyrannie, citant Cicéron et les grands orateurs qui avaient défini les valeurs républicaines. Brutus restait silencieux la plupart du temps, le poids de la décision creusant de profonds sillons sur son jeune visage. Il savait que conspirer contre César était comme conspirer contre un dieu, mais il savait aussi que permettre à un homme de devenir plus grand que les institutions de Rome était assister aux funérailles de la liberté. César, quant à lui, gouvernait depuis son palais sur le Palatin, entouré du luxe que les conquêtes avaient procuré. Des tapis de Perse recouvraient les sols de marbre, des statues grecques ornaient les jardins, des esclaves nubiennes servaient de vin des meilleurs cépages de Gaule. Mais le luxe ne pouvait masquer une vérité qui devenait plus évidente chaque jour. César était seul, absolument seul au sommet de son pouvoir. Calpurnia, son épouse, tentait de percer l'armure émotionnelle qu'il avait construite au cours de décennies de commandement militaire. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars qu'il refusait de partager, de sueurs froides qui le faisaient se réveiller haletant, fixant le plafond comme s'il attendait que les dieux envoient des signes à travers les pierres. Gaius, murmurait-elle, il y a quelque chose de mauvais dans l'air. Je le sens. Mais César, habitué à ne faire confiance qu'à lui-même, rejetait les craintes féminines comme des superstitions d'un esprit oisif. Les présages, cependant, se multipliaient comme des corbeaux avant l'orage. Les haruspices, prêtres spécialisés dans l'interprétation des entrailles des animaux sacrifiés, relataient des signes funestes. Ils sacrifiaient taureau après taureau, et toujours les viscères révélaient la même prédiction: mort prochaine, trahison imminente sang répandu dans les lieux sacrés. Spurina, le devin le plus respecté de Rome, s'approcha de César un matin de février, et dit d'une voix tremblante: méfiez-vous des ides de Mars. César rit, ce rire qui avait autrefois résonné sur les champs de bataille de Gaule lorsqu'il défiait Dieu et homme. De vieilles superstitions, répondit-il, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude que les mots tentaient de masquer. La nuit précédant les ides de Mars, Calpurnia se réveilla en hurlant. Un cauchemar terrible avait hanté. Elle voyait César mort dans ses bras, son sang tachant sa toge blanche, les yeux vitreux fixés au plafond de la curie. Ne va pas au Sénat aujourd'hui, supplia-t-elle, s'agrippant aux bras musclés de son mari. Quelque chose de terrible va arriver. César hésita. Un instant fugace, l'homme qui avait conquis les Gaules et défié Pompée envisagea de rester chez lui à cause des cauchemars de sa femme. Mais l'orgueil, ce démon qui habite le cœur de tous les grands hommes, prit le dessus. Que dirait-on si César manquait au Sénat à cause de rêves de femmes? Le matin des ides de Mars pointa le jour sous un ciel plombé, des nuages lourds qui semblaient contenir tout le poids du destin. César enfila sa plus belle toge, celle brodée de fils d'or qu'il avait portée lors de son triomphe en Gaule. Ironie cruelle, il se parait comme un agneau sacrificiel, ignorant qu'il scellait sa propre immolation. En sortant de chez lui, il trouva Spurina l'attendant sur le seuil. Les ides sont arrivées, dit César avec un sourire ironique. Elles sont arrivées, mais elles ne sont pas encore passées, répondit le devin, et ses paroles restèrent suspendues dans l'air comme la vapeur d'une haleine par une matinée froide. Le cortège vers le Sénat fut silencieux, une litière portée par des esclaves nubiens, des licteurs ouvrant la voie avec leurs faisceaux, les citoyens s'écartant respectueusement. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Les salutations semblaient forcées, les regards évitaient le contact direct, les conversations cessaient lorsqu'il approchait. Toute Rome semblait savoir quelque chose que César ignorait. La curie de Pompée se dressait majestueusement contre le ciel gris. Imposante construction où étaient prises les décisions qui façonnaient le monde civilisé. César descendit de sa litière et gravit les marches de marbre,
chaque pas résonnant comme un coup de tambour funèbre. Les sénateurs étaient déjà réunis, leurs toges blanches formant un demi-cercle solennel. Mais il y avait une tension dans ce blanc immaculé, une tension qui vibrait comme une corde de lyre tendue au-delà du point de rupture. Decimus, Junius, Brutus, parent éloigné de son cher Brutus, s'approcha avec un parchemin à la main. César, une pétition urgente réclame votre attention, dit-il, tendant le document. C'était le signal convenu. César se pencha pour lire, et ce fut à ce moment de vulnérabilité que Casca porta le premier coup. Une dague pénétrant dans son dos, coupant les muscles et atteignant une côte. César cria, non pas de douleur physique, mais de surprise. La surprise absolue de découvrir que des hommes qui lui avaient juré fidélité pouvaient brandir le fer contre lui. Ce qui suivit ne fut pas une exécution mais un carnage. 23 hommes, 23 dagues, 23 blessures ouvertes sur le corps qui avait conquis la moitié du monde. César tenta initialement de se défendre, ses réflexes de gladiateur fonctionnant encore face à une trahison impensable. Il repoussa un conspirateur, tenta d'arracher une lame à un autre, sa voix résonnant dans la curie. « Que faites-vous? Quelle folie est-ce » Mais ils étaient nombreux, et la surprise avait été totale. Casca ouvrit une seconde blessure à son cou. Cassius enfonça sa dague dans son abdomen. Samber transperça le bras qui essayait de protéger son visage. L'un après l'autre, les hommes qui avaient mangé à sa table, bu de son vin, reçu ses honneurs, enfonçaient le fer dans sa chair. Le sol de marbre, poli jusqu'à briller comme un miroir, commença à se teindre de rouge. Un rouge qui s'étendait en flaques de plus en plus grandes, comme si Rome elle-même saignait à travers son fils le plus illustre. César chancela, sa toge blanche transformée en sueur ensanglantée. La douleur physique était insupportable. Les lames avaient perforé son poumon, ouvert des veines, coupé des muscles, mais la douleur émotionnelle était infiniment pire. Il regardait les visages autour de lui, et voyait des hommes qu'il connaissait depuis sa jeunesse, des compagnons de guerre, des protégés politiques, transformés en furie meurtrière. Pourquoi réussit-il à murmurer entre des bouffées de sang qui teignaient ses lèvres? Pourquoi? La réponse vint sous forme de nouvelles coups de poignard. Decimus, Brutus, son gendre, Trébellus, qui avait servi sous son commandement en Gaule, Pontius Aquila, à qui il avait accordé des honneurs après une victoire difficile. Chaque lame qui pénétrait sa chair emportait avec elle des années de dissimulation, de faux sourires, de fidélité fabriquée. César découvrait, de la manière la plus cruelle qui soit, que le pouvoir isole complètement un homme, qu'au sommet de la pyramide sociale, il n'y a pas d'amis, seulement des intéressés attendant le moment propice pour enterrer leurs ambitions frustrées dans le cœur de celui qui osait voler plus haut qu'eux. Continuez à suivre cette chaîne pour découvrir d'autres récits qui révèlent les moments les plus sombres et les plus déterminants de l'histoire humaine, où le pouvoir, la trahison et le destin s'entremêlent de manière qui résonne encore aujourd'hui. Mais c'est lorsque César vit Marcus Junius Brutus s'approcher, une dague à la main, que quelque chose mourut en lui, avant même que la lame ne touche sa peau. Brutus, le jeune homme qu'il avait élevé comme un fils après la mort prématurée de Julien. Brutus, dont il avait financé les études à Athènes. Brutus, à qui il avait offert des terres en Gaule et une place au Sénat. Brutus, qui portait le nom du fondateur de la République, et qui maintenant brandit le fer contre celui qu'il avait le plus aimé. Et toi aussi, Brutus. Les mots sortirent comme un soupir, comme le dernier souffle d'un homme qui venait de comprendre l'étendue complète de sa solitude. Ce n'était pas une question, c'était un lament,
Le lament d'un père qui voit son fils brandir la lame du parricide. Le lament d'un mentor qui découvre avoir créé sa propre destruction. Le lament d'un homme qui comprend enfin que conquérir le monde entier ne vaut rien si on perd son humanité dans le processus. Brutus hésita. Pendant un instant éternel, la dague suspendue dans l'air, les yeux du jeune homme rencontrèrent ceux de César. Et là, dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, deux âmes se reconnurent, celle du père adoptif qu'il avait aimé plus que sa propre vie, et celle du fils qui avait choisi les principes abstraits de la République aux liens concrets de l'affection. Des larmes coulaient sur le jeune visage de Brutus, mais sa main ne trembla pas lorsqu'il enfonça la lame dans la poitrine de César. Non pas que la lame de Brutus fût plus acérée que les autres, mais parce qu'elle portait le poids de la trahison filiale. César sentit le fer froid pénétrer entre ses côtes, percer le péricarde, lacérer le muscle cardiaque qui avait pompé le sang durant 60 années d'une vie extraordinaire. Mais la douleur physique pâlissait devant l'agonie émotionnelle de savoir que l'homme qu'il avait le plus aimé au monde avait choisi de le tuer. Il chancela jusqu'à la statue de Pompée, cruelle ironie du destin qui fit mourir César aux pieds du rival qu'il avait vaincu lors de la guerre civile. Ses jambes ne portaient plus le poids de son corps percé de 23 blessures. Il s'agenouilla, puis s'effondra complètement, le sang formant une mare croissante autour de sa tête. La toge qui avait un jour symbolisé un pouvoir absolu ne servait plus qu'à absorber le liquide rouge qui s'échappait avec la vie. Les conspirateurs restèrent immobiles quelques secondes, dague toujours en main, contemplant le résultat de leur œuvre. César agonisait sur le sol de marbre, sa respiration de plus en plus faible, ses yeux perdant progressivement le focus. Son corps se convulsait dans des spasmes involontaires tandis que ses organes vitaux cessaient de fonctionner. Un poumon perforé faisait de chaque respiration une lutte désespérée pour l'air. L'accumulation de sang dans la cavité abdominale comprimait les autres organes. L'hémorragie interne drainait sa force comme le sable s'écoulant d'un sablier brisé. Mais la véritable agonie de César ne résidait pas dans sa chair déchirée, elle était dans son âme brisée. Tandis que la vie s'échappait, son esprit parcourut des décennies de souvenirs. Ses enfant jouant dans les rues de la Subure, jeune homme séduit par la politique au forum général conquérant des territoires impossibles, homme passionné par les mystères de l'Égypte, dictateur façonnant le destin des civilisations. Tout semblait petit maintenant, insignifiant face à la solitude absolue de ce moment final. Cassius fut le premier à sortir de la curie, suivi des autres conspirateurs. Ils laissèrent César agoniser seul, sa respiration résonnant dans les murs de pierre comme le vent dans un tombeau vide. Les esclaves au service du Sénat se cachèrent dans des coins sombres, trop terrifiés pour s'approcher du corps de l'homme qui avait gouverné Rome. Même les litteurs gardes du corps entraînés à donner leur vie pour leur protéger avaient fui face à l'ampleur de la trahison. César mourut comme il était né, seul, mais cette solitude finale était différente de la solitude de la naissance. C'était une solitude choisie, conquise au fil de décennies passées à poursuivre un pouvoir qui, une fois obtenu, s'était révélé être une prison plus cruelle que n'importe quel cachot. Il était monté si haut que plus personne ne pouvait l'atteindre. Il était devenu si puissant que tous ceux qui l'entouraient étaient devenus des ennemis potentiels ou des flatteurs intéressés. Au final, l'homme qui avait conquis le monde découvrit qu'il s'était perdu lui-même dans le processus. Ses dernières pensées, tandis que sa conscience se dissolvait comme du sel dans l'eau, furent pour Cléopâtre, la seule personne au monde qu'il avait aimé pour ce qu'il était, non pour ce qu'il possédait, la femme qui avait partagé son lit en Égypte, et qui avait compris que derrière l'armure du conquérant, il n'y avait qu'un homme hanté par le besoin constant de prouver sa valeur. Mais Cléopâtre était à des milliers de kilomètres de là, régnant sur les rives du Nil.
ignorant que son amant romain agonisait dans une mare de son propre sang. La nouvelle de sa mort se répandit à Rome comme un incendie dans une meule de foin. Les citoyens coururent dans les rues, certains criant de joie pour la libération de la tyrannie, d'autres lamentant la perte du général qui avait apporté gloire et richesse à l'Empire. Les marchés fermèrent, les temples se remplirent d'offrandes contradictoires, certains remerciant les dieux pour la mort du tyran, d'autres implorant pardon pour l'assassinat du héros. Marc-Antoine, bras droit de César, était chez lui lorsqu'un esclave essoufflé apporta l'impossible nouvelle. César mort, c'est impossible. César ne meurt pas, mais lorsqu'il arriva à la curie et vit le corps brisé de l'homme qu'il avait fidèlement servi pendant des décennies, Antoine s'effondra en sanglots convulsifs. Il ne pleurait pas seulement la perte de son commandant, il pleurait la mort d'une époque, la fin d'un monde où les hommes pouvaient façonner le destin par leur volonté et leur épée. Octave, petit-neveu de César et son héritier désigné, reçut la nouvelle à Apollonie, où il étudiait la rhétorique et la stratégie militaire. Jeune homme de seulement 18 ans, il ne comprenait pas encore pleinement les implications politiques de l'assassinat, mais quelque chose en lui, cette intuition qui séparait les futurs empereurs des mortels ordinaires, murmurait que le monde avait changé à jamais, que la République pour laquelle Brutus avait tué César était déjà morte avant même que les lames ne touchent la chair du dictateur. Calpurnia fut informée par un centurion qui pouvait à peine articuler des mots. Elle s'effondra dans l'atrium de sa maison, ses cris de douleur résonnant dans les couloirs de marbre où flottaient encore les parfums que César appréciait. Ce n'était pas seulement le veuvage, c'était la confirmation de tous les cauchemars qu'il avait tourmentés ces derniers mois. Son instinct féminin avait détecté le danger que l'arrogance masculine de César avait refusé de voir. Le corps resta à la curie, jusqu'à ce qu'Antoine et d'autres fidèles organisent son transfert. Lorsqu'ils le transportèrent finalement, ils durent entièrement couvrir la toge ensanglantée pour éviter que la vue des blessures ne provoque des émeutes dans les rues. Tout Rome voulait voir l'homme devenu une légende, mais la réalité de la mort était trop grotesque pour une exposition publique. Les funérailles devinrent un événement qui scella le destin de la République. Antoine prononça une oraison funèbre qui enflamma la population contre les conspirateurs. Il montra la toge percée des 23 coups de poignard, chaque trou racontant une histoire de trahison et d'ingratitude. Se regarder comment ils ont récompensé celui qui leur a donné gloire, richesse et territoire, c'est, fit-il, cria-t-il, sa voix chargée de toute la colère accumulée depuis le moment où il avait trouvé le corps de son ami. La foule enragée sortit dans les rues à la recherche des assassins. Cassius avait déjà fui vers l'Orient. Brutus se cachait dans une propriété rurale à l'extérieur de Rome. Les autres conspirateurs se dispersèrent aux quatre coins de l'Empire, découvrant qu'il est plus facile de tuer un tyran que de gérer les conséquences du tyrannicide. Ils avaient libéré Rome de César, mais ils n'avaient pas réussi à libérer Rome du besoin de César, car la vérité la plus amère, celle que les idéalistes républicains refusaient d'admettre, était que Rome avait grandi au-delà des capacités de ses anciennes institutions à la gouverner. L'empire qui s'étendait de l'Écosse au Soudan, de l'Atlantique à l'Euphrate, ne pouvait plus être administré par des sénateurs qui débattaient éternellement tandis que les provinces se révoltaient et que les ennemis se rassemblaient aux frontières. César n'était pas la cause de la mort de la République. Il était la conséquence inévitable d'une croissance qui avait rendu le gouvernement républicain impossible. La guerre civile qui suivit l'assassinat fut plus sanglante que toutes les campagnes de César réunies. Marc-Antoine et Octave poursuivirent les conspirateurs à travers la Méditerranée, et la célèbre bataille de Philippe scella le destin des derniers républicains. Brutus, le fils adoptif qui avait levé le fer contre son père, mourut par sa propre épée lorsqu'il comprit qu'il avait détruit exactement ce qu'il avait tenté de sauver.
Cassius, l'idéologue de la conspiration, se suicida également en comprenant qu'il avait échangé la dictature d'un homme capable contre l'anarchie d'hommes incompétents. La République ne se releva jamais. Octave, renommé Auguste, devint le premier empereur officiel de Rome, inaugurant un système politique qui durerait plus de 500 ans en Occident et 1500 à l'Orient. César mourut en croyant avoir détruit la République, mais en réalité, il avait créé quelque chose de nouveau, une forme de gouvernement qui combinait l'efficacité autocratique avec la légitimité populaire. Ces assassins, en essayant de restaurer un passé mort, finirent par accélérer la naissance d'un avenir inévitable. Le corps de César fut incinéré au Forum, ses cendres déposées dans un mausolée construit par Auguste. Mais son véritable héritage ne résidait pas dans ses restes mortels, il était dans la transformation irréversible qu'il avait imposée au monde connu. Il avait démontré qu'un homme extraordinaire pouvait transcender les limitations des institutions ordinaires. Il avait prouvé qu'un leadership personnel, allié à une vision claire et à une détermination inébranlable, pouvait façonner le destin de civilisations entières. Des siècles plus tard, les empereurs de Rome utiliseraient encore son nom comme titre. César, Kaiser, Tsar. Les conquérants des époques postérieures étudieraient ses tactiques militaires, les politiciens analyseraient ses stratégies de pouvoir, les philosophes débattront des implications morales de son ascension et de sa chute. Mais peut-être l'aspect le plus tragique de toute son histoire est que César, l'homme, resta éternellement incompris. Ses ennemis ne voyaient qu'un tyran assoiffé de pouvoir, ses flatteurs n'y voyaient qu'un demi-dieu invincible. Peu comprirent que derrière le masque du dictateur se cachait un homme profondément solitaire, hanté par le besoin constant de justifier sa propre existence par des exploits grandioses. César conquit des territoires parce qu'il avait besoin de prouver sa valeur. Il accumula le pouvoir parce qu'il craignait l'insignifiance. Il défia les dieux et les hommes parce qu'il ne pouvait accepter les limites de la mortalité ordinaire. Le matin des Ides de Mars fut le moment où cette marche solitaire vers la grandeur trouva sa fin inévitable. 23 lames brisèrent non seulement la chair et les os, mais aussi l'illusion qu'un pouvoir absolu pouvait procurer une sécurité absolue. César découvrit, trop tard, que monter au sommet de la pyramide humaine signifie accepter un isolement total, et que cet isolement tôt ou tard se transforme en l'arme que les ennemis utiliseront contre vous. La mort de César ne fut pas seulement la fin d'une vie extraordinaire, ce fut une révélation sur la nature corrosive du pouvoir démesuré. Elle démontra qu'un homme peut conquérir le monde entier et mourir pourtant absolument seul. Elle prouva que la grandeur historique ne protège pas contre la fragilité humaine. Elle enseigna que la trahison la plus douloureuse vient toujours de ceux en qui nous avons le plus confiance. Mais peut-être la leçon la plus profonde est que César, même brisé par 23 coups de poignard, même mourant dans une solitude absolue, même trahi par ceux qu'il aimait, réussit encore à transcender sa propre mortalité. Son nom résonna à travers les siècles non pas parce qu'il fut un dictateur parfait, mais parce qu'il fut un homme imparfait qui osa rêver de perfection. Il mourut en découvrant que les rêves grandioses exigent toujours des prix cruels, mais aussi que certains rêves sont trop grands pour mourir avec ceux qui les ont rêvés. Finalement, César obtint ce qu'il désirait le plus secrètement, l'immortalité, non pas l'immortalité physique, que les lames des conspirateurs rendirent impossible, mais l'immortalité de l'exemple, tant de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on ose défier les limites humaines que de ce que l'on perd lorsque cette audace se transforme en arrogance qui ignore les limites fondamentales de la condition mortelle. Le sang sécha sur le marbre de la curie de Pompée, mais les questions qu'il souleva continuent de traverser les siècles. Combien de pouvoir un homme peut-il accumuler avant que ce pouvoir ne le détruise? Est-il possible d'être grand sans être solitaire? Vaut-il la peine de conquérir le monde si le prix à payer est de perdre son âme? César mourut sans répondre à ces questions, les laissant comme un héritage permanent à toute l'humanité qui viendra après lui.